Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec Eyal, 25 ans, qui a fait des études de mode pour aujourd'hui devenir designer upcycling et créatrice de contenu. Donc tu vas pouvoir nous parler de ton parcours, comme beaucoup de nos invités un peu atypiques. Et surtout c'est important pour nous de te donner la parole aujourd'hui parce que tu as fait des écoles et des études qui font peur des fois à beaucoup de parents, beaucoup d'enfants et qui savent pas comment faire pour atteindre leurs rêves. Et la mode, c'est le rêve de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Donc je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Merci de me recevoir, je suis très contente d'être ici aussi et de vous parler un peu plus de mon parcours et essayer un peu de lever le voile sur tous les clichés qui existent dans le monde de la mode, du travail et surtout des écoles. Trop bien. Alors, c'est un peu particulier, d'habitude on commence un peu plus au collège, lycée. Toi, ton parcours commence en maternelle parce que tu as sauté une classe. Tu as sauté quelle classe exactement ? J'ai sauté la grande section de maternelle, mais je suis rentrée à 2 ans à l'école, donc j'ai fait quand même 3 ans, c'était pour éviter de faire 4 ans de maternelle. Et c'est vrai que ça a un peu défini ma vie, puisque après, dans toute ma scolarité, j'étais un peu la plus jeune que tout le monde. Oui, forcément, ça joue toujours le rapport qu'on a aux autres dans nos études. Donc là, on reprend avec les classes plus basiques et là où l'orientation commence. Donc au collège, tu te définis comme une élève plutôt sage, plutôt tourmentée. Enfin, comment t'étais au collège ? Alors au collège, je pense que comme beaucoup de jeunes, j'étais vraiment très people pleasure, donc j'essayais de faire plaisir à papa, maman, d'avoir des bonnes notes, de pas poser de soucis, jusqu'à un peu la crise d'adolescence, on va dire, même si ce terme, il est un peu dur à poser, mais en tout cas, j'ai vraiment bousculé toutes les limites. Et j'avais pas des très bonnes notes, j'ai commencé à manquer les cours, et surtout à me questionner sur ce que je voulais faire. Ouais. Et c'est vrai que depuis toujours, j'ai vraiment été hyper attirée par l'art, par la mode en cas général, comment je m'habillais, etc. Mais on m'a appris que c'était plutôt un rapport superficiel, voire que ça pouvait être un hobby, mais pas vraiment un métier, exactement. À l'époque, je pense que j'avais d'autres priorités qui étaient plus de sortir et de m'amuser que finalement de penser à mon avenir, parce que je trouve qu'on nous met une pression très jeune, très tôt pour savoir ce qu'on veut faire du premier coup, alors qu'on peut se tromper, se réorienter, etc. Mais c'est vrai qu'à 14 ans, puisque du coup comme j'ai sauté une classe en maternelle, j'avais 14 ans en 3e, j'étais totalement perdue et jamais on m'a vraiment proposé l'option d'aller dans une école artistique. Oui, on t'a proposé un lycée général, je suppose. Exactement. Et c'est là où t'es allée ? Exactement, on m'a proposé un lycée général de secteur, donc vraiment gros lycée de banlieue, on est 5000, c'est compliqué de gérer, il y a beaucoup de cas à problème et j'en faisais partie. Ouais. Donc je me suis fait gentiment renvoyer du lycée à mes 15 ans. Et ça a été un peu le gros drame, que faire de ma vie, où aller, surtout qu'est-ce qui me motive, puisque si l'école, j'y vois pas de source de motivation. Tu trouvais que ça servait à rien l'école à ce moment-là ? Vraiment, exactement comme j'étais mal orientée dans un parcours qui me plaisait pas, je trouvais que l'école ça servait complètement à rien et j'y voyais pas d'intérêt. Que ce soit psychologique, donc on va dire pour dépasser ses limites, et le seul intérêt c'était social, de voir des gens, de sortir. Donc tu nous as dit que tu as été renvoyée à peu près fin d'année, début d'année. J'ai été renvoyée en février de seconde, et jusqu'à avril c'était un peu le néant, que faire, où aller. Parce qu'on t'a pas proposé de solution, comment ça se passe ? Parce que du coup, t'es jeune, t'es obligé d'être scolarisé encore. On te renvoie et on te dit débrouillez-vous, ou on te donne quand même des petites pistes. Il y a ce lycée, cette filière, peut-être, qui vous correspondrait mieux, ou pas du tout. Quand t'es mineur et renvoyé dans un établissement, forcément on te propose une option de secours, mais donc dans mon cas c'était le lycée maths, spé et sciences de ma ville. Déjà que j'avais peu d'envie d'aller à l'école, mais alors là dans une spécialité maths et sciences, vraiment la motivation était à 0. Donc comment ça se passait ? Tes parents t'accompagnent à ce moment-là, où ils te disent à toi de trouver ta voie, ou t'es quand même accompagnée ? Je suis hyper contente parce que je suis quand même accompagnée, mais mes parents sont un peu perdus, tout comme moi ils savent pas vraiment où m'orienter, ils veulent quand même que je fasse quelque chose qui me fait plaisir, mais pour le moment on n'a pas vraiment d'option, jusqu'à ce qu'il y ait ma voisine qui est dans cette école, donc une autre école de ma ville,
qui est une école privée, me propose un peu, voilà, bon enfant, en mode oh, mais tu fais de l'art, pourquoi tu irais pas en art appliqué Parce que du coup, c'était une école d'art appliqué où elle était, c'est ça? Elle était en section technologique, Ok. mais pas art appliqué. Et donc elle m'a dit que son lycée avait une section art appliqué, qu'apparemment voilà, ils avaient l'air de faire de l'art toute la journée, et donc ça pourrait m'intéresser. Donc, ça t'a intéressé et t'es rentrée dans cette école. Et donc du coup, j'ai fait le premier un peu entretien pour entrer dans cette école, puisqu'on était déjà en avril, donc rentrer en fin d'année dans une école, c'est pas facile. Ça s'est très bien passé les mois en art appliqué, mais voilà, j'ai fait une scolarité d'avril à juin, donc forcément on m'a proposé un redoublement pour pouvoir faire une année complète d'art appliqué en seconde. Du coup, t'as redoublé. Ça Yes. t'a fait un petit truc quand même de redoubler où tu t'es dit c'est normal, c'est bon, je le fais. En tant que tel, redoubler pour moi c'était pas un problème puisque je savais que je voulais faire art appliqué, donc autant repartir sur de bonnes bases. Mais le problème c'était plus que je venais de faire 3 classes de seconde et que j'avais l'impression de passer ma vie en seconde, que jamais je ne sortirais de la seconde et que voilà, d'être bloquée dans une boucle temporelle où j'avance pas dans le temps. Ouais, tu m'étonnes. Mais du coup, à la rentrée, tu recommences. Est-ce que tu te trouves enfin un peu épanouie dans ce que tu fais ou ça reste compliqué? C'est un peu la scolarité qui bloque. Complètement. Je me suis complètement épanouie en art appliqué parce qu'on nous fait tester tous les domaines de l'art et donc Comme quoi? on nous fait tester donc les 4 domaines de l'art appliqué, donc ils sont l'architecture, l'espace, le design, donc illustration et la mode. D'accord. Et en testant en fait tous les domaines de l'art, j'ai un peu vu ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, ou en tout cas ce qui me plaisait moins, et j'ai vu que la mode me plaisait particulièrement, je m'éclatais sur les projets mode. Et donc c'est là où j'ai commencé aussi à prendre des cours du soir en couture Ok. en seconde. Et du coup tout mon lycée, je faisais 2 heures de couture par semaine. Ouais, c'est pas mal. Voilà, en plus de l'école. Et Ouais, donc t'avais trouvé un peu une passion en plus de trouver une voie qui t'intéressait. clairement, ça m'a passionnée et après j'ai subi un terrible deuil et je me suis un peu effondrée dans la couture. Mais mine de rien, ça m'a apporté beaucoup d'opportunités puisque je créais à peu près 5 vêtements par semaine. Donc on va dire que c'est un bon ratio de couture quand on veut s'exercer. Donc tout n'était pas forcément bien cousu, tout n'était pas incroyable, il y avait 0 patron. Mais le principal, c'est que je m'entraînais et que surtout, Tu t'amusais dans ce ouais, que tu voilà, faisais. je m'amusais et j'apprenais de plus en plus de trucs dans ma passion, on va dire. Et pour comparer à ce monde général où tu disais que tu trouvais que ça servait un peu à rien les cours, est-ce que tu avais quand même cette idée maintenant que t'aimais quand même ce que tu faisais ou ta vision des cours avait totalement changé? Pour moi, la vision des cours, elle a totalement changé quand je suis arrivée en art appliqué parce que y a un vrai but d'aller à l'école, on apprend des choses et surtout on s'amuse. Et pour moi, c'est vraiment une relation importante de ne pas juste apprendre, de se bourrer le crâne, etc., mais surtout de comprendre pourquoi on fait ça et d'y trouver du plaisir, clairement. Et donc comme tu disais, tu crées quand même beaucoup de vêtements par semaine et du coup tu avais à peu près 15-16 ans à ce moment-là au lycée. À 15-16 ans, des fois on a envie de sortir, c'est un peu comme dans les films, la période de notre première amourettes, etc. Est-ce que c'était pas compliqué de pallier tout ce devoir extrascolaire et en même temps cette passion, plus les cours et plus la vie sociale d'une jeune fille de 16 ans? Alors effectivement, c'était pas facile à gérer, surtout que je sortais énormément à cette période. Je pense que voilà, à la sortie des cours à 17h, je ne rentrais pas chez moi avant le dimanche soir à 20h. Donc c'était vraiment dur à gérer, surtout que l'école nous conditionne dans un rythme où en fait on est plongé dans le travail en continu. Et c'est vrai que cette période a été très riche d'expériences, que ce soit de projets personnels, de projets à l'école ou de vie sociale. Mais avec le recul, je m'aperçois que je n'avais aucune conscience de ma santé mentale, de mon corps, de même ma conscience. Et en fait, j'étais plongée dans une continuité où il faut toujours faire plus, aller plus loin. Et donc, bien sûr, on fait des très belles choses, mais maintenant, avec le recul, je me demande à quel prix ce rythme peut-il être viable en continuité, quoi. Et, mais est-ce que ça paye au moins derrière de faire tout ça? Vous êtes, enfin pas récompensé, mais est-ce que derrière vos profs vous suivent, vous félicitent? Pas vraiment. En école d'art appliqué, comme dans à peu près toutes les écoles d'art supérieur, la pression est vraiment immense. Donc la meilleure note, c'est souvent un 13, et si on l'atteint, c'est un peu le Graal.
Et au-delà de ça, des notes et de l'aspect vraiment compétitif, la pression psychologique est immense puisqu'on doit être dévoué à notre passion, puisque comme c'est censé être notre passion, c'est censé apparemment être notre raison de vivre. Et c'est vraiment pas facile, on va dire, de s'extérioriser autre que du monde de l'école, parce qu'on est un peu plongé dedans en continu. Et est-ce que cette pression, elle se conjugue quand même assez bien avec la passion qui fait qu'au final, ça, sur la balance, ça pèse assez bien, quand on vise peut-être pas le 13 à s'épuiser, etc. Quand on arrive à conjuguer les deux, c'est viable ou la balance doit forcément pencher d'un côté pour être heureux? Je suis pas sûre que ce soit viable au long terme, ça peut l'être au court terme parce qu'à cet âge-là, on est jeune, on est plein d'énergie, voilà, on n'est pas forcément conscient. Mais en grandissant, c'est le problème, c'est que ça crée des adultes qui sont meurtris, qui n'ont aucun rythme de vie et qui surtout ne savent pas comment évoluer dans un rythme de vie sain. Ouais. Et je pense que c'est le problème, c'est que voilà, la balance, elle nous rattrape toujours à un moment ou un autre. Donc ça peut être vivable, mais pas sur le long terme. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner à une ou un élève qui est actuellement en lycée art appliqué ou qui souhaite rentrer dans un lycée art appliqué pour que ça se passe au mieux? Je sais pas s'il y a vraiment un conseil à donner, c'est pas facile, c'est en plus du cas par cas, mais je pense qu'il faut faire attention à garder en tout cas un petit jardin secret de passion, ce qui nous anime, et pas trop franchir la limite entre le pro et le perso. C'est pas facile, puisque quand c'est notre passion, on a envie que ce soit aussi notre métier, mais il faut pouvoir encore dissocier les deux et dissocier de ce qui nous anime vraiment, et surtout quand on est en art, généralement, qu'on fait sa passion, c'est une déconnexion du monde extérieur et c'est ça qu'il faut arriver à garder même avec le long terme pour pouvoir y prendre plaisir et pas justement être accablé par cette passion. Ouais. Et du coup, après le lycée, comme en lycée général, je suppose que tu passes par Parcoursup à un moment. Comment ça se passe Parcoursup pour les écoles de mode? Parce que la plupart sont privées. Est-ce qu'elles sont comme accessibles sur la plateforme ou... Enfin, comment ça se passe pour les écoles de mode? Pour les écoles de mode dans le système classique, c'est très compliqué parce qu'il y a très peu d'écoles disponibles, souvent avec très peu de place. Donc par exemple pour Paris, il y a une seule école publique. Bon, maintenant il me semble qu'il y en a une deuxième qui s'est ouverte justement dans le 93, qui est gratuite. Donc ça peut être des options hyper envisageables, mais malgré tout, le système reste très restreint. Et donc je suis passée par Parcoursup APB et on m'a gentiment proposé d'aller à Tourcoing. Étant donné que j'ai grandi en région parisienne, pour faire de la mode à Tourcoing, ça me paraissait vraiment... Ouais, c'est pas ce que tu voulais. Ouais, c'était pas du tout en adéquation avec ma volonté de continuer dans la mode. Et du coup, un peu désemparé, on se tourne vers les écoles privées parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres options, on va dire, dans le système classique. Donc t'es allée dans quelle école du coup? Et de fait, j'ai fini à l'ISA, qui est une école privée dans Paris, dans le 5e. Et lors des entretiens, en fait, je me suis présentée à un peu toutes les écoles privées. Et pourquoi je suis allée à l'ISA? Parce que c'est les seuls qui m'ont proposé de passer en deuxième année directement. Je m'y attendais pas du tout. Mais la première année... Parce que tu savais déjà coudre. Et voilà, c'est ça la première année. C'est ça. La première année, c'est vraiment une prépa couture et on apprend toutes les bases, etc. Et comme je me suis pointée à l'entretien avec 2 valises pleines de vêtements que j'avais fait, on m'a regardé en mode ah oui, bon, je pense que les bases, ça devrait aller. Et ça a été vraiment super de passer en deuxième année, vraiment hyper stimulant. Après, voilà, il y a eu beaucoup de travail aussi à rattraper pour être au niveau, etc. Mais ces 2 années, du coup, donc de deuxième année de licence et de troisième année de licence sont passées super vite. Et j'ai adoré malgré la pression constante du monde de l'art, on va dire. Oui, et là, du coup, contrairement au lycée, t'avais plus les 3 autres matières d'art appliqué, t'avais que la mode. Est-ce que c'était un peu l'école passion où tu sais vraiment que ce que t'aimais, ou quand même des fois t'étais un peu frustrée que ce soit encore l'école? C'est clairement le sentiment d'école passion, tu te lèves, tu vas à l'école, tu fais que ce que t'aimes en fait. Après bien sûr il y a par exemple des cours de marketing, d'histoire de la mode, etc. Mais c'est intéressant d'avoir pour moi le package complet. Donc c'est vraiment, on se lève et on est content d'y aller et de faire nos projets, puisqu'en fait on est assez libre, donc si on va à l'école c'est pour continuer sur nos propres projets. Du coup, tu as pu faire une collection complète et ce que tu disais aussi tout à l'heure en off, c'est que la mode ça reste quand même très subjectif. Donc forcément, on va te noter sur des questions techniques, mais pour ceux qui regardent sur YouTube, on peut voir que tu as un style très coloré. Tu portes tes créations, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait, je porte mes créations. En tout cas, j'essaye le plus possible parce que ça me donne vraiment grave confiance en moi. Et en plus, bon, c'est toujours le cas de faire une petite pub. Mais ce que j'adore aussi dans la mode, c'est que c'est tellement subjectif que généralement, entre élèves, on n'est pas du tout en compétition, puisqu'en fait, chacun est dans sa bulle. Donc vraiment, c'est inutile de comparer l'incomparable et deux styles entre eux. Et c'est ça qui est vraiment agréable, c'est qu'on peut avoir la possibilité de s'exprimer. Et par exemple, aujourd'hui, voilà, je porte un top qui est fait avec un ancien jean, donc il est vice-versa, la braguette est en bas. C'est pas facile à expliquer. Ce qui est super cool dans ce genre d'école, c'est qu'on peut exprimer notre originalité, notre façon de voir la mode, en l'occurrence la mienne qui est très colorée, là je porte un pull jaune avec des petites barrettes jaunes, etc. Et moi, c'est ma vision de voir la mode et j'en suis hyper contente parce que c'est ce qui me donne le sourire. Et quand t'es notée, est-ce que des fois t'as pas l'impression qu'on te note toi directement plutôt que ta création, et est-ce que c'est pas des fois un peu ambigu de pas se sentir attaqué pour une note parce que c'est ta création et souvent j'espère que t'en es fière, donc c'est pas compliqué. C'est vrai que c'est un gros problème je trouve dans l'enseignement, c'est que ce genre de métier est tellement subjectif que parfois on ne sait pas vraiment si c'est l'appréciation du professeur ou si c'est vraiment une réelle note basée sur les compétences. C'est pour ça que moi j'aurais tendance à vouloir et en tout cas à recommander aujourd'hui que dans le système si subjectif, on fasse des notes plus par appréciation de technique, donc acquis, non acquis, etc. Et moins sur la subjectivité parce que c'est vrai que c'est très frustrant d'être confronté à ce genre de jugement, notamment moi qui ai un style plutôt cartoon, enfantin, et je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde, mais ce n'est pas mon but de plaire à tout le monde. Et j'ai déjà été mal jugée par un professeur parce que c'est son avis personnel qui rentrait en jeu lors de la notation. Du coup, tu dis que c'est subjectif, mais in fine, après, là par exemple, t'es en auto-entreprise, les gens ont un avis subjectif, donc est-ce qu'au final, c'est un peu un prémisse de ce qui va vous attendre après, et les styles qui plaisent moins auront peut-être des moins bonnes notes, mais ça reste des styles niches, et les styles très classiques qui plaisent à plein de gens auront des notes peut-être un peu supérieures, mais ça reste en accord avec après ce que la société voit et ce qui se passera après. Je trouve que c'est une conception de voir les choses encore très basée sur les codes de la mode et sur ce qui est codifié, ce qui peut plaire ou non, et tout ça est encore une notion extrêmement subjective. Et pour moi, c'est un peu malvenu de penser comme ça, car j'aspire à croire que les gens à qui je ne plais pas ne viendront pas mettre des mauvaises notes. mais c'est un peu littéralement ça, mais ne viendront pas me le dire en fait pleine tête, frontalement. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde, donc bien sûr mon but c'est de plaire aux gens à qui ce style peut plaire, mais j'aspire à croire que les gens à qui ça ne plaît pas n'ont pas assez de culot pour me le dire en face. Tu vois ce que je veux dire, c'est que si ça te plaît pas, en fait tu passes ton chemin. Oui, alors que là t'es confronté à des gens qui doivent donner un avis. C'est ça, et que en fait c'est ça où je déplore un peu cette manière de penser, parce que par exemple tu vois, sur les réseaux après on me dit voilà, tu t'exposes, donc c'est un peu t'as choisi si tu prends des critiques, etc. Mais en fait, le fondement, c'est que ces personnes choisissent de critiquer. Elles pourraient totalement choisir de passer leur chemin, et c'est un peu ça le problème aujourd'hui. C'est que c'est pas parce que moi je choisis de m'exposer que je choisis de recevoir de la critique. Et c'est... de la critique non constructive en tout cas. Bien sûr, non constructive, puisque la critique est essentielle à l'évolution, je pense. Mais en tout cas, la critique non constructive, pour purement émettre un point de vue personnel, ça ne fera ni évoluer mon travail, ni ma personne. Donc je trouve ça dommage en fait de croire que les gens random, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie, peuvent croire qu'ils ont ce pouvoir d'influencer un créateur avec leurs mauvaises critiques. Donc du coup, tu es diplômée exactement d'une licence de stylisme designer textile. Exact. Au bout de 3 ans. De 2 ans du coup. Oui, 2 ans, mais la licence est en 3 ans habituellement, pour le commun des mortels. Toi, tu nous as dit que tu as eu la chance d'être épaulée financièrement par tes parents, parce que c'est une école qui coûte 8 000 €, si je dis pas de bêtises, à l'année. C'est toujours bien de savoir pour ceux qui nous écoutent, comme la plupart des écoles en fait, comme tu nous as dit. Donc toi, après ta licence, qu'est-ce que tu décides de faire? De partir en master, de faire une année de césure comme beaucoup? Tu fais quoi? Exactement, après la licence, ça a été extrêmement épuisant de créer une collection en 1 an. En 3e année, c'est donc ça, tu crées une collection? Ouais, exactement, en 3e année, tu crées une collection en 1 an, et là, la pression, elle est plus forte que jamais. On produit à un rythme effréné, on est presque 3 vêtements par semaine, mais là, c'est plus des vêtements que je trouve sans patron, c'est des vêtements qui prennent 30 heures à faire chacun.
Donc c'est vraiment un rythme effréné, en plus du fait que le monde de l'art et du monde de la mode particulièrement te pousse à te conditionner, à te faire croire que ne pas dormir c'est bien, que si tu te tues pour ta passion c'est la seule moyen de réussir, etc. Donc c'est vraiment un milieu très dur pour la santé mentale. Et sortie de cette licence, vraiment, je ne pouvais plus voir la couture en peinture. Bon, c'est un peu ironique comme ça. Mais voilà, je ne pouvais plus me voir la couture et j'ai décidé de prendre une année de césure pour complètement changer d'air, exactement. Me recentrer un peu sur ma passion, sur ce qui m'anime, voyager, et puis j'avais l'idée de créer mon site, donc c'était aussi un peu le temps de prendre du recul, on va dire. Donc t'es partie voyager, t'es partie où exactement ? Alors je suis partie à Val Thorens faire une saison de ski, c'était rien à voir. exactement rien à voir, je vendais des doudounes, des masques, des casques, etc. Donc c'était vraiment très loin du monde de la mode parisienne que je connaissais. Et après est venu notre meilleur ami Covid, donc ça m'a un peu stoppé dans mon élan et je suis donc rentrée... là de retour à Paris. Exactement, de retour à Paris, sans aucun projet. Donc t'es confinée, tu nous as confié un événement perso qui a fait que t'as eu le déclic de mettre ton site enfin en ligne. Donc quand on parle de site, c'est évidemment tes vêtements qu'on met sur le site, c'est pas juste un beau site qui est là pour faire joli. Donc t'as le déclic de faire un site et t'as aussi le déclic de reprendre tes études. Donc tu pars pour faire un master, mais le master il te plaît, te demande de refaire une licence. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Après cette année de césure, effectivement, je me questionne sur comment lancer mon site au plus vite. Et donc je me suis vraiment donnée à fond pour que en 3-4 mois, ça puisse être en ligne. Donc là, je commence à faire mes premières ventes, je suis super contente, mais en parallèle, je me dis qu'il faut un peu que j'ai les skills pour vendre, parce que c'est gentil d'être un... J'ai une question bête, je me permets de te couper, mais qu'est-ce que ça fait que quelqu'un achète tes vêtements ? Parce que forcément, t'as fait toutes ces études pour tes vêtements perso, qu'est-ce que ça fait déjà de te les donner à quelqu'un ? Mine de rien, tu les gardes plus pour toi, mais que quelqu'un aime ton travail. Au début, j'ai plutôt fait de l'accessoire, mais c'était une sensation vraiment incroyable. J'avais même du mal à réaliser que c'est des vraies personnes qui achètent, et c'est pas genre ma famille ou ma cousine qui achètent mes créations. Et c'est vraiment une sensation incroyable, une très belle reconnaissance, mais aussi beaucoup de syndrome de l'imposteur. Puisque après on se demande si pourquoi moi, est-ce que ça vaut le coup, c'est en fait il y a tellement de pression dans le monde de l'art et des études que arriver à la vie adulte c'est très dur d'avoir une reconnaissance personnelle également. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir des skills pour vendre mes créations, parce que voilà, c'est bien gentil d'être un artiste dans sa chambre, mais si tu vends pas des créations que personne ne les voit, c'est compliqué. C'est ça. Du coup, c'est pour ça que je me suis tournée vers une école de communication et de marketing, parce que je me suis dit, bon, au moins, on va m'apprendre à pouvoir vendre mes créations. Parce que l'école que tu as choisie, tu en as quand même choisi une qui est spécialisée dans la mode, à peu près, c'est ça ? Exact, c'est IS. Donc, donc c'est une école de mode de base et qui a une option marketing. Et donc du coup, ils connaissent quand même tout le processus pour créer une marque de mode et pas juste une marque en cas général. Oui, donc c'est quand même plutôt pratique dans ton cas. Donc comme on disait, tu dois refaire une L3 qui en fait regroupe la L1, L2, L3 en un seul bloc et une seule année. Pas trop compliqué de refaire une L3, du coup recommencer une troisième année. Après, en fait, cette année de césure où il y a eu le Covid, finalement, j'étais plutôt enthousiasmée par recommencer un nouveau cursus, en plus nouvelle école, nouvelle personne, nouvelle façon d'apprendre, puisque moi j'étais dans la création pure et dure, et là j'allais être plus dans la théorie. Donc j'étais à l'origine très enthousiasmée, jusqu'à ce que je sois un peu confrontée, on va dire, aux gens dans le monde de la com et du marketing, que j'ai pas forcément apprécié. C'est très dur, puisque dans le monde de la création, en fait, chacun est dans son univers créatif. La compétition n'a pas vraiment de sens, puisque chacun est dans sa bulle, donc on compare pas vraiment l'incomparable. Alors que dans le monde de la création, dans le monde de la communication, tout de suite, on est en compétition sur des projets, sur des identités de marque, etc. Et je trouve que ce milieu a été... pas vraiment... T'es un peu sortie de ta bulle. Ouais, ça m'a un peu sortie de ma bulle, mais pas pour les bonnes choses. Mais il y a quelque chose d'hyper intéressant que tu as eu l'opportunité de faire. Pendant donc, les 3 ans que tu as fait dans ce cursus, tu avais des stages, des formations, des alternances.
et tu as pu les faire dans ta propre marque. C'est quand même pas tout le monde qui a cette chance. En quoi ça t'a aidé de pouvoir faire ça avec ta propre marque? C'était vraiment incroyable de faire l'alternance dans mon entreprise et ces stages, parce que pour moi, c'est l'application littérale et directe de ce qu'on apprend en cours. Et surtout, ça touche à absolument tous les domaines, puisque je suis toute seule à gérer, donc que ce soit la communication sur les réseaux, la gestion du site en ligne, donc je me suis même improvisée UX designer. J'ai vraiment touché à tous les corps de métier, on va dire, et c'est vraiment pour moi la meilleure des formations, puisque on est confronté à la réalité. Et surtout avec le possible, puisque j'ai pas forcément des budgets excessifs, etc. Donc on apprend à faire avec ce qu'on a et surtout à repousser un peu les limites de la créativité. Du coup, tu as eu une autre opportunité pendant ces années d'études, c'est de pouvoir partir un semestre à l'étranger. Tu es partie à Londres. C'était un choix, Londres, ou pas du tout? Alors Londres, c'était clairement ma destination de rêve. Il y avait plusieurs propositions. Il y avait New York, Milan, Londres. Et de base, Shanghai, mais comme le Covid est arrivé, Shanghai a été totalement éliminé et c'était de base mon premier choix. Okay. Et pourquoi je me suis tournée vers Londres? Parce que en fait, les autres possibilités, on n'était pas dans des classes d'internationaux, on n'était pas dans des classes de locaux, mais dans une classe de français créée spécialement à l'étranger. D'accord. Et je trouvais pas ça très... moi je préférais être plongée directement dans la classe des gens du pays que d'avoir une classe de français, et donc Londres c'était la seule qui proposait ça. Mais il y avait un concours, il y avait seulement 2 places de prise pour toute la classe. Du coup je suis assez contente d'avoir été prise. C'était sur quoi le concours? Enfin, sur quelles compétences? Le concours donc c'était sur notre niveau en anglais et surtout sur notre book personnel, puisqu'il n'y avait qu'un seul et unique lien en fait où on pouvait ajouter notre book, ou en l'occurrence j'ai ajouté mon site. Et je pense que c'est pour ça aussi que les projets personnels jouent un réel rôle dans l'enseignement à l'école, parce que ça peut vraiment des fois en fait faire pencher la balance, même en ce qui concerne les choix scolaires. Et donc je pense que avoir mon site, vendre mes créations déjà à 20 ans, ça a clairement joué dans la décision de la London College of Fashion. Tu nous as parlé de quelque chose aussi d'hyper intéressant en off, c'est que à long terme, tu aimerais allier la sociologie et la mode. Et c'est un peu ce que tu as pu faire à Londres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour toi pourquoi ce projet est hyper important et pourquoi allier la socio et la mode, qui est peut-être pas logique pour tout le monde? Je détourne des tests de sociologie et des tests qui viennent aussi de Grazia, et en fait je troll ton cerveau pour savoir lequel tu dois croire. Parce qu'on est souvent aussi tendance à croire ce qui nous touche personnellement. Et du coup, un peu par exemple comme l'astrologie, des fois on va s'identifier à telle ou telle chose, alors qu'en vrai, on a un peu un besoin d'identification. Et ce que je trouve aussi intéressant dans la mode, c'est que on a tendance à vouloir s'identifier à plein de choses, et donc parfois croire que tel test est la vérité, alors qu'en fait, des fois je te dis, en fait il vient de Grazia, alors que celui-là c'est un sociologue qui l'a écrit. Ouais. Et tu sais jamais vraiment, et du coup c'est un peu aussi pour troller ton cerveau à quel point ton ego est puissant, pour savoir si tu as l'impression en fait que tes choix sont vraiment tes choix ou sont-ils vraiment influencés par la société. Oui, donc la mode est un peu de réflexion perso. Voilà, c'est quand même très choix sociologique. Je défends très bien mon sujet, donc j'ai eu 20 à l'oral. Ah oui, quand même. Voilà, je suis assez contente, mais tu vois, c'est pour dire que c'est pas parce que l'école, encore une fois, nous propose un chemin qu'en le suivant, ce sera ça le chemin de la réussite. Ouais. Moi, en l'occurrence, ça m'intéressait plus de faire de la sociologie, même si je suis en école de marketing et communication, c'est ce qui m'intéresse pour mes projets personnels, c'est ce vers quoi je me tourne, même si ça plaît pas forcément à l'école. Ouais. Donc, au bout de ces 3 années en marketing com, qu'est-ce que ça t'a vraiment appris, t'as regretté, ou vraiment tu t'es dit, ok, là j'ai tout en main pour commencer ce que vraiment j'attends de faire depuis longtemps? Dans la globalité, je suis assez satisfaite d'avoir quand même fait une école de marketing après mes années de création, parce que ça m'a structuré, ça m'a permis d'avoir un bon discours, de savoir comment vendre, de savoir pitcher mes projets. Donc bien sûr, je garde tout ça, mais c'est vrai que pour moi, le marketing, c'est quand même beaucoup d'applications. Donc c'est sûr que l'école, au bout d'un moment, je pense qu'elle est un peu désuète, puisqu'on nous fait faire des projets fictifs avec des budgets irréalisables, des possibilités qui ne seraient jamais applicables dans la vie réelle. Donc je pense que c'est un peu coup-ci, coup-ça. Il y a des choses à garder, mais je pense que dans tous les cas, il faut se faire son propre point de vue, et surtout pouvoir faire des projets à côté pour qu'une fois que l'école soit finie, on n'ait pas juste fini l'école, on ait fait tout un palmarès de projets diversifiés. Aujourd'hui, on est en 2024, t'as fini tes études cette année.
Qu'est-ce que tu retiens de tout ton parcours scolaire? J'en retiens énormément de choses. La première, c'est que je suis quand même contente et reconnaissante d'avoir pu suivre un parcours en école privée parce que c'est pas accessible à tout le monde. Mais je pense que c'est pas non plus la clé de la réussite, qu'il faut faire vraiment beaucoup de projets à côté, pouvoir se donner la possibilité de faire ses projets personnels et qu'une fois que l'école est finie, on peut rebondir et surtout c'est déjà compris. Parce que l'école, ça sert à avoir les outils, mais c'est pas forcément ce qui nous sert à définir notre vie. Une question que je pense beaucoup peut-être se pose actuellement en écoutant le podcast, il y a sûrement beaucoup d'étudiants ou étudiantes qui sont passionnés de mode, mais payer une école, ça peut toujours faire peur d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que tu leur conseilles vis-à-vis de ça, de poursuivre leurs rêves et d'intégrer une école quand même, ou peut-être passer par un parcours plus simple, qui ne nécessite pas ce budget et de retrouver leur passion à un moment ou un autre, où t'as pas trop de conseils et chacun doit se faire sa propre expérience? Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'alternatives au système classique, donc soit Parcoursup APB ou les écoles privées, notamment une école de mode qui vient de se créer dans le 93, qui est accessible et gratuite. Clairement, il faut être en école de mode, il faut quand même avoir un budget et je trouve ça dommage que ce soit quand même fermé à autant de personnes. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une possibilité pour les personnes qui veulent se construire un parcours de le faire en indépendant. Bien sûr, l'école donne les outils, donc c'est toujours plus compliqué, je trouve, d'apprendre en autodidacte, mais c'est possible et pour moi, l'école, c'est pas la seule façon d'y arriver. Il faut arrêter de considérer que tout ce qui sort du cadre scolaire n'est pas à considérer justement. Ok. T'as dit une phrase hyper intéressante sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que tu trouvais à un moment que l'école ça servait à rien. Est-ce que selon toi, quand on trouve que l'école ça sert à rien, c'est peut-être qu'on n'est pas dans la bonne filière ou au bon endroit et qu'au final l'école ça sert toujours et à tout le monde? Il est évident que l'école ça sert, en tout cas ça facilite clairement la vie. Donc je pense que quand effectivement on considère que l'école ne sert à rien, c'est qu'on n'est pas à la bonne place. Il y a aujourd'hui beaucoup de systèmes différents et il faut trouver celui qui nous convient. En l'occurrence, en général, ça ne me convenait pas et en art appliqué, ça me convenait beaucoup mieux. Mais c'est dommage parce qu'il y a encore beaucoup d'inaccessibilité pour ce genre de domaine. On ne considère pas que l'art peut être un vrai métier. Oui, il faut garder espoir, mais c'est vrai que pour le moment, le système actuel ne permet pas vraiment de comprendre toutes les possibilités qui existent pour les étudiants. Merci beaucoup en tout cas Eyal d'être venue. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram où c'est Eyal Planet, donc E-A-L-P-L-A-N-E-T, où tu montres ce que tu fais, tu parles un peu de mode, etc. Pour le podcast, vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux parole.étudiante et sur notre site internet Parole étudiant pour tous les meilleurs conseils sur l'orientation. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, c'était vraiment un plaisir de faire ce podcast ensemble. Et on espère que de nombreux étudiants qui souhaitent aller dans la mode auront été inspirés par ton parcours. J'espère aussi avoir donné de l'espoir aux futurs étudiants et créateurs de mode.